De retour en direct ici de l'Hôtel de Ville de Paris pour cette journée mondiale du climat. Cela fait près de 8 heures d'antenne que nous sommes ici depuis ce matin où le coup d'envoi a été donné par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et nous allons clôturer par cette table ronde que nous avons intitulée « Avec la génération climat, agir tous ensemble ». Je présente justement nos invités. Tout d'abord, Christophe Béchu, vous êtes le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Bienvenue pour cette table ronde ici à l'Hôtel de Ville. À côté de vous, vous avez Eva Sadoun, la cofondatrice et présidente de l'ITA. Lou Valide, membre du collectif pour un réveil écologique et écologique. Et enfin, comme nous avons également Frédéric Dabi, qui est le directeur général de l'IFOP et auteur de La Fracture. Et pardonnez-moi Flora, ouais, excusez-moi. Et Flora Gebali, bien sûr, la fondatrice de Coalition. Voilà, tout le monde est présent. Merci d'être avec nous. Peut-être on va démarrer par Frédéric Dabi. D'une part, parce que ce matin, vous nous avez présenté un sondage IFOP, la tribune exclusif, où vous avez interrogé les franciliens sur justement leur capacité à vouloir s'adapter et à changer. Et puis, vous avez été l'auteur de ce livre La Fracture, il y a maintenant quelques mois. Et je vais vous poser la question, Frédéric, y a-t-il une fracture générationnelle dans le combat pour le climat ? Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir à tous, merci pour votre invitation. La fracture existait, j'ai envie de dire qu'elle se résorbe de plus en plus. On l'a d'abord vu ce matin, Jean-Christophe, dans le cadre de notre enquête, où sur les constats sur le réchauffement climatique, sur l'inquiétude à l'écart du réchauffement, on avait des perceptions très homogènes. Alors, vous l'avez rappelé, c'est un sondage francilien, pas un sondage hexagonal, mais dans nos enquêtes, on a ces mêmes tendances de constats qui sont très proches entre l'ensemble des Français et les jeunes générations. Le livre s'appelle La Fracture parce qu'il y a des sujets, les questions sociétales, les questions d'inégalité, de discrimination. On va parler du wokisme aujourd'hui, où vraiment il y a un regard très différent entre jeunes et moins jeunes. J'ai envie de dire sur la question du climat, la jeunesse est très diffusionniste. Déjà avec les mots. Le mot climat, c'est un mot que la jeunesse a imposé. Il y a encore 10 ans, on parlait écologie, développement durable, environnement. Maintenant, le terme climat, le grand public, les plus de 35 ans, se l'est très largement approprié. Consensus également sur les constats. Et c'est vrai que la jeunesse, c'est un peu comme, si je puis dire, Bonaparte au Pont d'Arcole. Je cite une figure controversée. Elle veut mener le combat. C'est une jeunesse, j'ai envie de dire, malheureusement dépolitisée. Dépolitisée au sens où on est 8 mois après le premier tour de l'élection présidentielle. Et n'oublions pas qu'on a eu un indicateur jamais vu, 38% des jeunes, 38% des primo-votants, ceux qui votaient pour la première fois à un scrutin présidentiel, ne sont pas allés voter. Pour autant, les jeunes ne sont pas désengagés. Dans l'enquête Nouvelle Vague, c'est-à-dire toutes ces enquêtes historiques de l'IFOP faites depuis les années 50 avec Françoise Giroud sur les différentes générations, jamais autant de jeunes ne se sont déclarés engagés alors qu'ils votent de moins en moins, ce qui n'était pas une fatalité. Il y a des élections où les jeunes ont voté autant que l'ensemble des Français, 81, 95, 2007. Et dans cette enquête, on voit que leur engagement est surtout un engagement sur le climat et un degré moindre sur les inégalités. Donc sur les constats, les jeunes ont donné un peu le là, ont peut-être influencé l'ensemble des Français. Alors sur les solutions, on va en parler, on n'a pas le même rythme. On l'a vu ce matin, Jean-Christophe, dans le sondage sur les mobilités, sur la rénovation thermique, sur l'interdiction de l'avion, etc. Mais on a une jeunesse qui n'est pas en guerre avec l'ensemble des Français, même si sa vulnérabilité, son éco-anxiété, je citais ce matin 2 chiffres plutôt cocasse. La première enquête Nouvelle Vague de 1957, on avait un tiers des jeunes qui déclaraient être prêts à mourir pour la France. Et celle de 2021, on a eu un quart des jeunes prêts à mourir pour le climat. Bien sûr, ce n'est qu'un sondage, ne prenons pas les résultats au pied de la lettre, mais ça en dit long sur cette vulnérabilité, sur cette phrase de Paul Valéry que les jeunes se sont appropriés. Nous autres civilisations savons que nous sommes mortels. C'est vrai que là où il y a une vraie différence, c'est peut-être sur les solutions et sur le regard sur les acteurs. Je parle en présence du ministre. C'est vrai que sur la question du politique, les jeunes ont de plus en plus l'impression, et c'est à vous de leur démontrer le contraire, que le politique n'est plus le lieu des solutions sur la question du climat. Dans notre sondage de ce matin, quand on interrogeait les franciliens sur les acteurs les plus capables d'avancer sur la question du climat, on avait une hiérarchie extrêmement ramassée.
autant de pourcentages entre les entreprises et les pouvoirs publics. Les citoyens eux-mêmes sont vus comme des acteurs éminents. Et c'est vrai que là aussi, la jeunesse n'est pas sur des actions collectives. Bien sûr, il y a les marches pour le climat, mais cette jeunesse, cette génération n'a pas connu des actions collectives qui ont réussi à changer les choses, si je puis dire. La dernière grande action collective où des jeunes ont été impliqués, qui a changé les choses, pour moi, c'est le CPE. Hein, c'est avril-mai 2006, ça remonte à extrêmement longtemps. Les jeunes sont plus sur une action individuelle, sur le mode « qui mieux que moi peut faire avancer ma cause ?» Et l'ensemble des Français ont admis cela, en atteste la hiérarchie dont je vous parlais. Donc, pas de fracture sur la question du constat, sur la question de l'urgence climatique, mais une intensité plus forte chez les jeunes et parfois des solutions qui diffèrent avec un regard très sévère vis-à-vis des acteurs. Voilà en quelques mots. Bah, écoutez, merci Frédéric Dabi. On verra bien tout à l'heure si Louvalade, Flora Valli et Eva Sadoun sont d'accord avec vous. On va le voir durant ce débat, s'il y a fracture ou pas. Ce que nous vous avons proposé justement, puisque cette journée mondiale du climat, la rédaction de la Tribune a choisi de mettre les citoyens, les entreprises et les territoires en première ligne. Donc on a choisi 3 thèmes ce soir qu'on va essayer d'aborder, sans langue de bois. Et je sais qu'avec nos invités, ça ne sera pas le cas. On va commencer par aborder ce sujet des territoires. Et peut-être, donc on parlera de territoire, 2e sujet capitalisme et 3e sujet, on parlera bien sûr de l'éducation et de la formation auprès des citoyens. Sur les territoires, puisqu'ici on a vu beaucoup de maires depuis ce matin de toute la France parler avec beaucoup de conviction de ce qu'ils faisaient dans leur territoire. Christophe Béchu, vous êtes entré au gouvernement d'Elisabeth Borne pour prendre cette responsabilité du ministère de la Transition écologique. On a souvent dit que ce gouvernement, on avait un président trop centralisateur, jupitérien. Qu'est-ce que vous pouvez apporter justement dans cette nouvelle vision ? Peut-être moins de verticalité, peut-être le fait que vous avez été maire d'Angers. Qu'est-ce que vous introduisez de plus dans cette dimension territoriale ? Précisément ça, le fait que c'est un maire qui a été choisi avec cette idée qu'il y a des décisions qui se prennent sur le plan national, mais si on n'a pas le souci de la manière dont elles s'appliquent, ça ne fonctionne pas. J'étais dans cette salle à l'occasion d'une précédente édition de ce forum pour recevoir un prix au titre de la ville d'Angers pour les initiatives qu'on avait conduites, qui m'avait été remis par Carlos Moreno. Et j'en garde un souvenir ému. Et en plus, c'était beaucoup moins compliqué parce que ce n'était pas un débat, c'était juste de recevoir un prix et d'entendre des compliments pour une action locale. Bon. Ce que je sais, c'est qu'on ne fera pas la transition écologique sans les territoires. Et l'affaire avec les territoires, ce n'est pas l'affaire qu'avec les maires, mais c'est l'affaire avec ceux qui sont les tiers dignes de confiance des habitants. Je vous raconte une histoire qui a peut-être compté dans le fait qu'à un moment, on ait pensé à moi pour cette responsabilité. Comme tout le monde, on s'est dit comment on accélère sur les questions de transition écologique. Et la décision qu'on a prise à Angers, ce n'est pas de proposer des idées à la population, c'est de demander aux 300 000 habitants de l'agglomération les idées qu'ils souhaitaient qu'on mette en avant. On en a reçu 1000. Ces 1000 idées, ce sont devenus des cahiers de vote avec 150 propositions qui ont été mises dans toutes les boîtes aux lettres de l'agglomération et qui ont donné lieu à 10 000 retours de la part des foyers. Et ensuite, l'agglo, il y a un peu moins d'1 an, a pris les votes, tous les votes majoritaires, et je précise que nous sommes de droite, de gauche, écolo, diversants, puisqu'il y a 30 communes, et on a commencé à mettre en œuvre ces 54 mesures sur les 150 sur lesquelles nous avions une adhésion de la part des citoyens, y compris certaines avec lesquelles que j'aurais pas spontanément proposé en tant que maire, mais pour qu'on fasse vivre quelque chose dans lequel on puisse dire c'est pas que la volonté des élus, c'est à la fois la volonté des élus issus d'un premier cycle électoral qui est celui des municipales, renforcée par le fait que tous les citoyens ont une deuxième occasion de voter. Et quand je dis tous les citoyens, on l'a mis dans les écoles pour que les classes puissent voter et qu'on réserve pas, entre guillemets, cette prise de position, ni sur les propositions, ni sur les votes, aux plus de 18 ans, en partant des constats qui touchent à la jeunesse. Et donc, je donne cet exemple, parce que ma conviction, c'est que ce qui nous manque, c'est de faire l'alliance avec les territoires. D'autant que dans beaucoup de cas, vous pouvez balancer des idées sur le plan national. Si vous ne donnez pas les moyens et si vous ne faites pas en sorte que ça arrive, vous avez un souci. Je vous donne un exemple et après je m'arrête parce que j'ai compris qu'il fallait que la parole soit fluide. C'est sur le vélo, qui est un sujet qui peut rassembler tout le monde. Vous pouvez faire tous les plans vélo que vous voulez sur le plan national. On met 250 millions pour l'année 2023, c'est 2 fois la moyenne de ce qu'on a dépensé depuis 4 ans et sans doute 10 à 15 fois ce qu'on faisait il y a 4 ou 5 ans. Mais
quel que soit le niveau des primes, des aides, des soutiens, des indemnités kilométriques vélo, si vous n'avez pas un maire qui fait les pistes cyclables et qui, lui, a la responsabilité du dernier mètre, vous pouvez mettre tous les dispositifs financiers que vous voulez, il y a un moment où ça bloquera. Donc, cette transition, elle est énorme parce qu'elle est mondiale, elle est complexe parce que sur le plan national, elle nécessite à la fois d'aller très vite et en même temps de ne pas perdre trop de gens, mais si vous n'avez pas le souci du dernier kilomètre, elle ne fonctionne pas. Alors vous allez voir justement, Christophe Béchu, puisque quand vous étiez maire, vous étiez décentralisateur, mais vous allez voir qu'ici, sur cette tribune, il y a des militants de la décentralisation. Lou, je vais vous laisser la parole parce que ce sont des sujets que vous portez, puisque au-delà de votre engagement au sein du Réveil écologique, vous êtes également doctorante en aménagement. Sur cette question de la décentralisation, de la transformation locale, je sais que c'est des sujets que vous portez fortement. Oui, effectivement. Donc, les territoires sont un enjeu crucial pour la transition. Et nous, ça fait partie des propositions qu'on porte avec mon collectif. On a écrit un rapport sorti en juin sur la transformation en fait, de l'action publique en général. Et une de nos propositions, c'est notamment d'essayer de mieux faire le lien entre les plans qui sont décidés au niveau national et les plans locaux, que ce soit les plans locaux d'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, etc. Parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de pensée globale et du coup, c'est important d'impliquer les collectivités dans les décisions qui sont prises au niveau national et ensuite de réfléchir à l'adaptation de ces dans les schémas territoriaux, la déclinaison des objectifs nationaux à l'échelle territoriale dans les schémas territoriaux en impliquant les différents acteurs du territoire, donc que ce soit les acteurs politiques mais aussi les entreprises, les citoyens. Et en fait, cette échelle du territoire est assez primordiale parce que c'est l'échelle à laquelle on vit, donc c'est l'échelle à laquelle on se déplace, c'est l'échelle à laquelle on va mettre nos enfants à l'école, c'est l'échelle à laquelle on a nos loisirs, et éventuellement c'est l'échelle à laquelle on se nourrit aussi. En tout cas, c'est quelque chose vers laquelle on devrait essayer d'aller plus. Et aussi, c'est une échelle qui permet beaucoup plus d'impliquer les citoyens, comme ça a déjà été évoqué par Monsieur le Ministre. Et donc c'est assez pertinent pour nous d'essayer de renforcer le rôle des collectivités territoriales notamment et l'implication des citoyens dans les décisions qui sont prises pour embarquer tout le monde aussi dans cette transition écologique. Ça m'amène justement en rebondissant, Christophe Béchu, est-ce qu'en écoutant Lou, je me disais, mais est-ce qu'on n'a pas un peu perdu aujourd'hui quand on regarde notre Assemblée nationale, on voit qu'il n'y a plus de maire. Et est-ce que quand Lou justement dit qu'il faut justement avoir beaucoup plus à la fois de travail entre le haut et le bas, est-ce que finalement, cette Assemblée nationale, avec bien sûr la question du non-cumul du mandat, on ne va pas remettre ce débat ce soir, ce n'est pas l'objet, mais est-ce que ça ne manque pas justement à cette Assemblée nationale de voir que la représentation de maires est très faible ? Je ne pense pas que le retour du cumul des mandats accélérerait la transition écologique, je tiens à le préciser avant toute chose. En revanche, qu'on se soucie de ce que pensent les élus et qu'on leur donne à eux des moyens d'agir qui ne doivent pas rester au niveau national, ça c'est une conviction. Avec toutes les difficultés que ça a, parce que ça veut dire que parfois on peut transférer l'impopularité. Et je vais citer 2 sigles. Les zones à faible émission, qui sont une nécessité en termes de santé publique, qui sont aussi un moyen de se passer des moteurs thermiques, d'accélérer, et qui sont en train de susciter aujourd'hui des prises de position, y compris une proposition de loi du Rassemblement national en janvier pour supprimer ce dispositif en considérant que ça va générer des gilets jaunes. Vous avez aujourd'hui des maires qui se disent « c'est moi qui vais prendre la foudre de la part de certains concitoyens quand on va expliquer qu'il faut accélérer les changements de véhicules ». Mais vous ne pouvez pas décréter depuis Paris les stratégies qui sont à mettre en œuvre parce que c'est les transports en commun, parce que c'est l'accompagnement. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit là. Donc qu'on mette de l'argent, qu'on regarde comment on dope les transports en commun. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les RER métropolitains sont une partie des solutions. C'est la raison des plans vélo. Dans quelques jours, on va, avec Clément Beaune, annoncer des mesures très puissantes et sans équivalent sur le soutien au covoiturage pour ne pas attendre les mutations de voitures électriques pour lutter contre l'autosolisme et faire en sorte déjà à court terme de limiter ce qui se passe. Ce n'est pas des moyens qu'on va conserver à l'échelle de l'État. On veut les confier au territoire parce qu'ils sont capables d'organiser les aires de soutien, d'accompagner les entreprises pour mettre en place des plans de déplacement qui peuvent aller là-dessus, etc. Mais on voit bien que il faut donner des moyens. C'est 2 milliards d'euros pour la première fois l'année prochaine de crédit avec un fonds vert pour la transition écologique que nous confions aux maires en direct. Mais dans le même temps, il faut qu'on prenne en amont, au moment où on conçoit les dispositifs, un tout petit peu plus de temps pour les écrire avec eux. Et ça, c'est mon job. Eva Sadoun, la chef d'entreprise d'une PME, l'ITA, bien sûr, qu'on connaît, cette plateforme justement qui investit sur des entreprises à impact positif. Quelle est la vision justement peut-être de ces dernières années, des politiques publiques ? Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'elles ont été trop verticales ? Et est-ce que
Christophe Béchu, vous convainc justement? Est-ce que peut-être un ancien maire, c'est mieux qu'un ancien animateur de TF1 pour être ministre de la transition écologique? Alors, avant de répondre à cette question, pour compléter la présentation qui a été faite de moi et pour être honnête aussi vis-à-vis de Monsieur Dabi, la première chose, c'est que je suis également coprésidente d'un mouvement de la transition écologique et sociale qui s'appelle le Mouvement Impact France, qui crée une alternative écologique et sociale à la représentation patronale traditionnelle qui a plus tendance à niveler les engagements des politiques publiques vers le bas d'un point de vue écologique et social que à être plutôt force de proposition pour trouver des solutions justement de transition pour nos entreprises. Donc on réunit aujourd'hui plus de 25 000 dirigeants pour militer à cette nouvelle représentation. Et la petite correction vis-à-vis de M. Dabi, c'est que je suis désolée, je ne suis plus très jeune parce qu'à l'époque du CPE que vous citiez, j'étais sur les poubelles de Hélène Boucher, justement à militer contre le CPE. Donc vous avez... J'ai été aussi lycéen à Hélène Boucher, donc ça nous fait un point commun. Ah bah voilà, très bien, je ne savais pas, vous voyez. En hippocampe. Donc voilà, donc deux petites corrections étant faites. Maintenant, la vision que j'ai des territoires. Donc nous, ce qu'on perçoit d'un point de vue de mon activité de financement de la transition écologique ou d'un point de vue du mouvement Impact France et du dynamisme des entreprises et du travail qu'on mène avec les collectivités territoriales, c'est qu'effectivement les territoires sont ceux qui sont capables de mettre en place ces politiques publiques et sont capables de vraiment travailler à des projets de rénovation, à des projets d'agroécologie, etc. Et que quand les visions sectorielles sont imposées par la centralisation, elles trouvent un mauvais écho, elles sont mal pensées par rapport au territoire. Donc il faut laisser de l'indépendance au territoire, c'est certain, pour mener des politiques publiques et pour mener des actions réellement de développement durable. Sauf que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la puissance publique aujourd'hui centrale est plutôt un obstacle à la réussite de cette transition écologique des territoires. Je vais être très précise. Prenons par exemple l'exemple de la rénovation rénovation thermique des bâtiments. Aujourd'hui, avec le modèle économique qui est imposé par la banque publique, la Caisse des dépôts, aujourd'hui les acteurs des territoires n'arrivent pas à avoir des modèles économiques qui leur permettent de faire cette rénovation. Donc c'est un dispositif typiquement pensé en centrale qui n'est pas nécessairement adapté au territoire parce que par exemple, c'est très concret, hein, ils veulent emprunter à taux variable à taux fixe, pardon, et la Caisse des dépôts veut qu'ils empruntent à taux variable. Donc ils ont très peur de l'impact que ça va avoir pour leurs comptes financiers, etc. Donc les dispositifs là ne sont pas bons. La deuxième chose, c'est que quand effectivement au niveau central, on met en place des politiques de défiscalisation, d'exemption fiscale de beaucoup d'entreprises, notamment sur des plans de délocalisation, etc., bah, ça a des impacts extrêmement forts au niveau des territoires. Ça fait que depuis les années 80, on a perdu plus de 2 millions d'emplois du fait des délocalisations. Donc, il faut penser effectivement l'indépendance des territoires dans les décisions, notamment sur tout un pendant de la transition écologique, mais il faut des politiques publiques en centrale ambitieuses pour permettre aux territoires de faire cette planification et surtout pour vraiment accompagner la transition systémique, notamment de la question de l'économie aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut me citer une politique publique si vous en avez une sous le bras. C'est vrai qu'à part l'ajout, notamment sur les marchés publics, de la clause environnementale, qui permet effectivement à certains territoires qui le souhaitent de privilégier des entreprises qui ont un impact écologique plus fort, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement de politique publique réellement systémique qui permet d'influencer l'action des entreprises. Et même sur cette question de la clause environnementale, on a même énormément de problèmes aujourd'hui, parce que même certaines collectivités qui veulent appliquer cette clause, avec lesquelles on travaille et qui appliquent déjà aujourd'hui des indicateurs, notamment qu'on a développé, l'impact score, qui est un indicateur qu'on a développé pour scorer une entreprise et savoir si elle est plus vertueuse d'un point de vue écologique, d'un point de vue du partage de la valeur, etc. Certaines collectivités avec lesquelles on travaille n'arrivent même pas à appliquer ce dispositif parce que ça va à l'encontre notamment des normes en matière de concurrence européenne qui poussent les collectivités à privilégier la compétitivité prix au risque d'être accusées d'avoir fait un choix qui n'était pas sur la base de la compétitivité. Donc pour moi, je vois en plus qu'il y a un vrai problème et que la puissance publique aujourd'hui et les dispositifs légaux d'un point de vue central sont un obstacle à la transition des territoires. On va laisser répondre le ministre et puis ensuite on écoutera Flora Gebali qui a aussi beaucoup de choses à dire sur les territoires et les institutions. La rénovation, vous avez totalement raison, je présente en janvier un truc qui va répondre à ça. Notre souci, il est simple, je vais l'évoquer d'un mot. Il y a 400 millions de mètres carrés qui appartiennent à l'État et aux collectivités locales. Si on garde nos règles de comptabilité publique et qu'on ne modifie rien, il n'y a aucun schéma, c'est même pas 10 ou 12 milliards qui nous permettra d'être capable de régler le problème. Donc il faut qu'on soit capable de trouver des moyens
de contourner les normes budgétaires classiques si on considère qu'il y a une urgence climatique. Je vous donne rendez-vous en janvier sur le sujet. Et c'est bien parce qu'on va sortir du cadre budgétaire habituel qu'on fera ça après le budget. J'aurai l'occasion, là aussi, de présenter les choses en détail. Deuxième point sur les normes environnementales. Là, notre sujet, vous l'avez bien résumé, il est d'arriver à convaincre nos partenaires européens que la stratégie que nous conduisons, elle est suicidaire d'un point de vue économique et elle est contre-productive d'un point de vue climatique. La question, c'est d'aller mettre des mécanismes carbone aux frontières. On est dans une semaine où il y a à la fois, il y a deux motifs d'espoir que je retiens. Un, c'est plus qu'un motif d'espoir, c'est un motif de fierté. C'est le fait que le trilogue européen ait débouché sur un accord dans le cadre de la lutte contre la déforestation importée. Pour la première fois, vous avez un continent qui dit « Ce qui se passe au bout du monde, j'en suis responsable parce que quand moi je pousse un caddie en France, c'est 16% de la déforestation de ce qui se passe en Amazonie ou au Congo. Et on va surveiller par satellite la réalité de cette déforestation et quelqu'un qui ne pourra pas prouver qu'il n'a pas produit du bœuf, du soja, du caoutchouc, du cacao sur ce territoire, on ne laissera pas ces produits entrer. » On poussait pour l'inclusion du cerrado, pour la savane boisée, pour d'autres trucs sur lesquels, en France, on avait réussi au ministère de la Transition à ce que ce soit la ligne officielle de la France. Ces points vont être rediscutés dans quelques mois, mais je retiens d'abord le fait qu'on est le premier continent à le poser et que si ça entre en vigueur, ça change en profondeur parce qu'on accepte qu'il y a un protectionnisme climatique, là où depuis des années, l'espèce de primauté du libre-échange emportait sur tout. Le deuxième truc, c'est ce que le président de la République a été faire aux États-Unis par rapport au plan Biden, qui, sous couvert de lutter contre l'inflation, est un plan de soutien massif à des relocalisations industrielles dans son propre pays. Il faut qu'on sorte de la même naïveté et que nous aussi, quand on met de l'argent pour aller aider à acheter des voitures électriques, ce ne soient pas des voitures chinoises qui sont produites dans des usines qui sont alimentées avec du charbon, avec des gens qui sont sous-payés. D'où le fait qu'on est parfois critiqué en disant « vous n'allez pas assez vite », mais si on va trop vite, c'est l'industrie qu'on flingue et dans le même temps, c'est notre empreinte carbone importée qu'on dégrade. Donc, on a un sujet d'évolution des mentalités. Vous avez effectivement, et là de ce point de vue, la jeunesse est à la pointe parce qu'elle n'est pas habituée à un discours européen de consensus, du fait qu'il faut qu'on se mette tous d'accord, mais c'est des décennies de dogmes autour du libre-échange permettant en plus le développement à l'échelle mondiale qu'on est en train de corriger dans des temps qui sont brefs et sur lesquels je peux vous assurer que là, les lignes, en ce moment, elles bougent vite. Alors, elles ne se voient pas encore à l'échelle d'un marché public dans une collectivité, mais le principe de se dire on peut mettre des barrières, il est maintenant dans toutes les têtes. Flora Gebali, justement, réaction, on l'aura compris, on entre dans un nouveau monde, on va en parler de tout à l'heure, Monsieur le Ministre, puisqu'on abordera la question du capitalisme, justement. Flora Gebali, vous êtes la fondatrice de Coalition. Vous aviez envie de réagir justement sur la place aujourd'hui du ministre de la Transition écologique dans ces nouvelles institutions. Oui, entre autres. La première chose, bonjour à toutes et à tous. La première chose, c'est que je voulais vraiment sincèrement vous remercier d'être avec nous parce que je crois que la chose la plus importante, c'est de créer du dialogue. Et c'est vrai qu'il y a un truc qu'il faut dire, je suis pas d'accord politiquement avec tout ce que fait ce gouvernement, mais ils sont ouverts au dialogue. Et donc, je voudrais vous remercier d'être là parce que c'était pas forcément obligatoire pour vous. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous avez dit sur la politique qui est plus une solution pour les jeunes. Si j'avais été interviewée dans ce sondage, j'aurais peut-être fait baisser un peu la statistique parce que moi, je crois justement que la politique est la solution et je pense que c'est aussi le cas de mes camarades. Et c'est la raison pour laquelle, principale, il faut créer du dialogue. Le dialogue, c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'entre-deux tours de la présidentielle quand j'ai vu à quel point les médias parlaient peu d'écologie. Vous vous souvenez, ça a fait un peu de bruit. Il y avait très très peu la question sur la table alors qu'elle nous rassemble tous. Encore aujourd'hui, c'est assez dingue de voir que les femmes et hommes politiques de droite et d'extrême droite ne sont pas interrogés sur les questions écologiques dans les médias alors que c'est un sujet universel qui n'est pas de gauche, qui nous concerne tous. Et donc j'ai lancé cette pétition pour demander si le gouvernement était d'accord de se former et d'accepter de faire 20 heures de formation à la transition écologique parce que je me disais, sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, vous prenez 150 Français au tirage au sort, n'importe lesquels, vous les formez correctement et vous sortez 150 radicaux de l'écologie. Ça, c'est l'exemple de la Convention citoyenne. Et aujourd'hui, c'est dingue, hein, parce que sur les 150, vous en avez au moins un tiers qui a quitté son métier pour devenir
activiste, militant, travailler dans les ONG. Enfin, c'est quand même un sacré niveau de radicalité. Et donc je me disais, si on faisait la même formation sur le gouvernement, et voilà, et peut-être que on obtiendrait les mêmes résultats et on aurait des activistes à la tête de notre pays. Donc, en lançant cette pétition, il y a eu tout de suite beaucoup de signataires, ça a fait beaucoup de bruit. On a été très bien reçus par la Première ministre, qui a accepté, qui a même mis le curseur encore plus haut, parce qu'ils se sont engagés, et le plan de transformation est lancé, à former 25 000 fonctionnaires de catégorie A en 3 ans, ce qui est un objectif ambitieux, on n'en avait même pas demandé tant. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que le dialogue, ça fonctionne, qu'on doit être les uns avec les autres, et que quand, en fait, on propose des idées clés en main à ce gouvernement, c'est vrai, je reconnais, il l'entend. Il y a quand même un mais, et c'est là que j'arrive à ma question, il y a quand même un mais, c'est que former l'administration, ça coûte un peu d'argent. En plus, ils ont fait un truc formidable, c'est que maintenant, les directeurs d'administration ont un index sur salaire, sur leur capacité à bien former les gens. On n'avait même pas demandé tant. Donc effectivement, ça coûte un peu d'argent, ça demande un peu d'énergie, un peu de travail, mais ça ne demande pas justement de changement radical. Radical au sens du retour à l'essence, du retour à la racine. Créer une formation dans un ministère, on sait faire, c'est pas très compliqué. Alors oui, il faut de la volonté politique, il faut de l'énergie, il faut de l'argent, mais voilà. Et c'est vrai que le dialogue fonctionne, mais les effets s'arrêtent, et ça a été aussi l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, là où la radicalité démarre. Et le président de la République s'est engagé à utiliser que 3 jokers, vous vous souvenez, sur la Convention. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que 12% des mesures de la Convention qui sont passées. Or, ces 150 mesures, elles sont un programme politique à part entière, universel. Allez regarder sur le site ces mesures si ça vous intéresse, c'est vraiment passionnant. Il y a vraiment toutes les clés à l'intérieur. Et donc, moi, ma question pour vous, c'est quand est-ce qu'on arrive à dialoguer sur le besoin de radicalité et quand est-ce qu'on vous radicalise, monsieur le ministre? Bon. Alors, d'abord, on peut être radicalement modéré. C'est exactement ce que je suis. Mais je l'entends avec plaisir. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus besoin de me transformer. 3 choses. D'abord, sur la formation, merci. Pas seulement du témoignage, de la manière dont ça a impulsé tout ça. Et j'aurais dû vous envoyer un mot. Mais vous n'avez pas fait une marque déposée sur le fait qu'il fallait former. Je vous indique que j'ai lancé pendant le Salon des maires un programme de formation pour les 35 000 maires de France, qui n'est pas exactement celui qui a été prévu pour les fonctionnaires, parce que là, on va faire témoigner de ce qu'est déjà le réchauffement climatique dans leur département. Donc, on a des gens qui sont à Météo France, qui sont à l'ADEME, qui sont à l'Office français de la biodiversité. On aura une pastille sur le réchauffement mondial, et ensuite, on aura déjà les courbes de température dans le département d'Indre-et-Loire, les conséquences en matière de sécheresse dans le département des Hautes-Alpes, et les témoignages de gens sur ce qui peut déjà être mis en place avec ensuite des temps de groupe de travail. On s'est basé sur un département pilote qui a été le département de l'Indre, 241 communes. On a 251 maires ou adjoints volontaires qui sont venus participer à 2 cycles de formation. Et c'est le même principe. Quand on est formé, quand on comprend, quand on mesure les enjeux et quand on entend qu'il y a déjà des solutions sur la table, parce que ce n'est pas qu'une formation pour basculer dans l'éco-anxiété, c'est une formation pour basculer dans l'action. Donc ça, sur la formation, c'est top. 2, sur la Convention citoyenne pour le climat, je vous donne rendez-vous mi-janvier. Il y aura une séance de l'Assemblée nationale qui sera consacrée au point d'étape sur exactement ce qui est lancé. Il y a 63% des mesures de la Convention citoyenne qui sont entrées dans le tuyau législatif. 12%, c'est ceux qui en sont sortis. Je vous donne un exemple. Les 2h30, par exemple, d'interdiction, qui était une des mesures emblématiques, on attendait le feu vert de l'Union européenne pour que ce soit considéré comme étant fait, puisqu'on ne pouvait pas signer le décret. Alors, c'était 4 heures dans la Convention citoyenne. Oui. Et ça change justement l'impact systémique d'une mesure de la baisser à 2h30. Sauf que là, énormément. si je peux me permettre, le sujet, c'est la manière dont la représentation nationale, dans le cadre de la loi climat et résilience, a voté une partie des mesures. Parce que des exemples de ce qui était sorti de la Convention citoyenne et de ce qui a été déplacé, non pas par le gouvernement, mais par le consensus parfois entre l'Assemblée et le Sénat, et on peut à ce moment-là discuter du fait de savoir si les parlementaires avaient des jokers, mais il y a plein de sujets sur lesquels le point a été pris sur la base de la Convention citoyenne. Je vous donne un exemple, qui est par exemple la lutte contre l'artificialisation. Le principe de la Convention citoyenne, c'est de dire qu'il faut diviser par 2. C'est le principe avec lequel le gouvernement est entré dans la mêlée, si j'ose dire, parlementaire. La fin,
c'est que ça ne se fait pas dans chaque commune, c'est que ça se fait dans chaque région, ce qui suscite maintenant des débats avec des territoires qui craignent de même pas avoir moins de la moitié. Enfin, j'entre pas dans le détail, mais je vous donne rendez-vous mi-janvier. Je serai hyper content. Vous voyez que vous me troublez. Si vous Vous étiez... pouvez féminiser. Non, s'il vous plaît. si vous étiez... On le radicalise, on le féminise, enfin, tout va bien. Bon, ensuite la radicalité. Si être radical, c'est braquer, mais c'est pas ce que vous avez dit, mais je le reprécise, parce que quand, en l'espace d'un mois, on a 3 décisions que je considère radicales qui ont été prises par le président de la République qu'on est en train de décliner. Nous sommes le seul pays au monde, grâce à ce que le président de la République a dit à Sharm el-Sheikh, à avoir officiellement dit que nous étions contre toute exploitation des fonds sous-marins. Un des sujets pour moi, la semaine prochaine, à Montréal, c'est d'essayer d'élargir le nombre de pays qui, au-delà de dire on va protéger 30% des terres et 30% des mers, sont aussi prêts à s'engager sur les zones qui n'appartiennent à aucun État. On a souillé 75% de cette planète avec des pollutions et de la surexploitation, qu'au moins on ne touche pas à des zones qui sont encore relativement préservées pour pas ensuite avoir à se demander comment on les restaure, ça semble pas très radical et pourtant ça l'est aujourd'hui à l'échelle mondiale. La sortie de la charte du traité de l'énergie, qui était quelque chose qui était un angle mort de la sortie des fossiles et sur lequel la France, avant l'Allemagne, avant d'autres pays, a assumé une prise de position. Et enfin, l'annonce que sur la question de la reforestation, nous ferons au Gabon, au premier trimestre, un One Forest Summit pour regarder comment nous finançons les aménités et comment on aide les pays africains à être indemnisés pour ne pas exploiter leurs propres forêts, qui sont des réserves de biodiversité, mais aussi des lieux de stockage de carbone fantastiques. Ces 3 décisions en moins d'un mois qui témoignent par rapport à ce qu'était le standard des décisions prises d'une radicalité. Et j'en ajoute quelques-unes. La sortie des véhicules thermiques en 2035, vous n'imaginez pas par rapport aux industriels ou aux salariés, et même par rapport à des pays partenaires, à quel point c'est vécu comme étant un truc brutal. Donc il y a des domaines dans lesquels il faut encore qu'on soit capable de bouger, et de manière très forte, parce que sans radicalité, on ne sera pas au rendez-vous. Mais il faut que ce soit une radicalité qui ne consiste pas à dire on sort demain matin sans prévoir l'accompagnement social, solidaire, parce que ça ne peut pas se faire contre les plus fragiles, et sans se demander comment ça ne se fait pas contre certains usagers qui seraient oubliés si ça allait trop vite. Et ça, c'est compliqué. Monsieur le ministre, on va rentrer justement, on va clore cette première partie sur les territoires, même si on a vu qu'on a débordé au-delà des territoires. Et on va attaquer justement le sujet du capitalisme. C'est la deuxième partie de ce débat. Le capitalisme est-il adapté justement à la lutte contre le réchauffement climatique? Je vais céder la parole à Eva Sadoun. En vous entendant, monsieur le ministre, je me disais, je vais faire réagir Eva Sadoun parce que elle porte fortement sur ce sujet en disant que finalement, pour y arriver à défendre notre climat, il faut changer peut-être le système, il faut changer le capitalisme. Mais finalement, pour être un bon ministre de la transition écologique, faut-il pas être à la fois ministre de la transition écologique et ministre de l'économie et des finances si on veut changer les choses? C'est à moi la question que vous avez posée. Je la poserai à Christophe Béchu, mais il a le temps d'y réfléchir et je laisse la parole à Eva Sadoun sur ce changement de capitalisme. On a en tout cas, quand on vous écoute, Eva, se dire que malgré toutes les bonnes intentions des gouvernements successifs, si on ne change pas ce capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, on n'arrivera pas, en tous les cas, à préserver notre planète. Ah oui, alors moi je suis une radicale de la transition écologique sur la question économique. Ça veut dire que je considère qu'il n'y a pas de transition écologique si on ne touche pas au secteur de l'économie et de la finance. Donc même moi, toutes les mesures, etc., en fait, pour moi, ce sont que des pansements, en fait. Et ce ne sont pas des mesures qui vont profondément transformer le système capitaliste qui... Il y a 2 manières de voir le capitalisme. Hein. Ou vous percevez le capitalisme comme le capitalisme financier de ces 40 dernières années qui accélère effectivement la compétitivité et l'extraction de tout ce qui est nature, donc des personnes qui sont les plus minorisées, des métaux, de l'énergie, etc. Et l'accélération par un capitalisme financiarisé qui aujourd'hui n'est pas capable de pouvoir proposer une réelle alternative au modèle économique classique parce qu'il fonctionne selon des critères extrêmement court-termistes, selon des critères extrêmement violents, selon une compétitivité qui pousse tout dirigeant d'entreprise à faire le choix de délocaliser, de minimiser les minima sociaux, de ne pas payer la nature qu'il détruit, etc.
où vous pouvez revenir à même l'essence même du capitalisme, qui est la question de la concentration des richesses par l'extraction notamment de la nature et la destruction de la nature. On va revenir sur ce premier capitalisme-là qui remonte encore avant le capitalisme financier des 40 dernières années. Et aujourd'hui, c'est le modèle économique dans lequel on vit. Donc quand moi j'entends que le modèle économique dans lequel on vit, c'est un modèle économique qui depuis 40 ans se soucie de l'emploi et qui ne fait pas de politique de transition parce qu'il a peur de toucher l'emploi, il fallait penser avant de mettre en place des politiques néolibérales c'est elles qui ont aujourd'hui détruit l'emploi et non pas la question de la transition écologique. Donc effectivement aujourd'hui, il y a effectivement le capitalisme en tant que modèle économique qui, lui, doit cesser. Et du coup, des politiques qui seraient dites anticapitalistes, c'est des politiques qui viseraient à lutter contre la concentration des richesses et lutter contre la destruction et l'extraction. Alors typiquement, l'exploration des fonds marins fait partie d'une politique anticapitaliste, parce que le capitalisme serait davantage en recherche d'aller extraire les métaux pour pouvoir produire, etc. Mais il y a tout plein d'autres politiques anticapitalistes qui devraient être menées sur ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les entreprises françaises continuent d'extraire les énergies fossiles à destination de leur propre consommation, alors qu'elles ont consommé, j'espère qu'on est d'accord, parce que depuis la COP27, on ne peut pas ne pas être d'accord, elles ont consommé tout ce qu'elles auraient pu consommer suffisamment, et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une logique justement de décroissance de notre consommation d'énergie fossile plutôt que d'extraction. Et quand ça va notamment avec le fait de détruire les économies locales de certaines régions d'Afrique, ça nécessiterait d'être un peu repensé. Donc une politique anticapitaliste dans ce cas-là forcerait les entreprises françaises notamment à arrêter les plans d'extraction, comme vous l'avez fait sur l'exploitation et l'exploration des fonds marins. Comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça? Et une politique anticapitaliste, ce serait une politique qui lutterait contre cette concentration des richesses, donc qui agirait sur les acteurs financiers. Aujourd'hui, la question fondamentale, et je l'ai posée d'ailleurs à François Hollande il y a quelques jours, un débat de challenge qui avait cette vision que la finance était son ennemi, qu'il fallait réguler, et depuis personne n'en a reparlé, même lui, à partir du moment où il est rentré au gouvernement, il n'en a pas parlé. Et puis aujourd'hui, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre un secteur financier qui pousse davantage les entreprises à être dans cette logique d'extraction, de destruction, etc., que dans une logique d'accompagnement et de déconcentration des richesses? Et comment on met en place dans notre pays aujourd'hui, dans lequel on a des inégalités de revenus, de patrimoine qui ne font que s'accroître? Je veux dire, là, on est dans un. Aujourd'hui, ce n'est même plus possible pour quelqu'un de vraiment devenir un transfuge de classe, pour de se réaliser. Aujourd'hui, le rêve du capitalisme américain ne fonctionne pas. Aujourd'hui, la croissance, plus on croît, plus la pauvreté augmente, plus l'espérance de vie baisse. Et ça, c'est une réalité. Donc comment on fait aujourd'hui pour mener une politique publique au niveau français? Et là, on ne peut pas dire qu'on doit attendre l'Europe. On n'a pas besoin d'attendre l'Europe aujourd'hui pour avoir plus de partage de la valeur dans l'entreprise, pour caper les rémunérations, etc. Qu'est-ce que le politique peut faire pour ça? Allez, réponse du ministre Christophe Béchu. Bon, On a 3 heures devant nous pour répondre. le bilan environnemental du communisme soviétique est assez désastreux à tout point de vue, et donc non, je vous réponds, si vous me permettez. Je vous ai laissé quelques minutes, peut-être même qu'il y a quelques aspects de ce que vous avez dit avec lesquels j'étais pas en accord, mais j'ai écouté jusqu'au bout. Donc, le sujet, c'est pas le capitalisme, ce sont les excès du capitalisme que vous avez documentés, et je vous réponds de la manière la plus claire qui soit. Notre système économique actuel n'est pas tenable, il n'est pas soutenable, il n'est pas d'un point de vue environnemental, mais il ne l'est à aucun point de vue. Il n'est pas d'un point de vue énergétique, il repose sur des énergies fossiles bon marché dont nous devons nous débarrasser, ce qui est un enjeu. Parce que le rapport de l'ONU qui vous explique qu'on a dans les sous-sols de la planète l'équivalent de 3500 milliards de tonnes de CO2 sous forme de gisements de pétrole et de gaz montre qu'on a 7 fois de quoi dépasser les accords de Paris, et que ce sont des gisements qui sont disponibles, et que vous avez d'autres pays qui ont ces gisements dans leur sous-sol et qui nous demandent de les aider à pouvoir y accéder pour sortir de la pauvreté. C'est-à-dire que dans le calcul et dans la complexité, on a cet élément. Mais un dispositif dans lequel vous avez des rendements à 15%, alors qu'on sait, on peut avoir un débat, décroissance, sobriété, mais qu'on est bien obligé de faire avec moins. Ça n'est pas un sujet, c'est juste une obligation. Et on a à la fois des excès qui sont ceux du système, et on a dans nos comportements individuels un vrai sujet, parce qu'il y a encore un décalage peut-être entre les discours et les réponses aux questionnaires et la manière dont on se prononce. Le Black Friday, j'étais en Mayenne, je reconnais que c'est une contre-programmation originale, dans la première entreprise qui prend des vieux vêtements
et qui les transforme pour refaire de la matière pour en faire des nouveaux. En 15 ans, nous tous, en moyenne, nous avons augmenté de 60% le nombre de vêtements que nous achetons chaque année. Quand j'entendais tout à l'heure les biens communs dire qu'il y a des choses dont on pouvait se passer, c'est pas que on est à un t-shirt comme le suggérait mon collègue maire tout à l'heure ou 5, c'est qu'on est à 29 habits achetés, 3 paires de chaussures et 8 linges ou draps par an. Et en 15 ans, on n'a pas augmenté le nombre de fois où on se change par jour dans la même proportion. Donc le changement, il nous renvoie à plein de trucs. Il nous renvoie effectivement à nos comportements de consommateurs qui continuent à alimenter une machine qui nous pousse à une forme de surconsommation. Il est sur des exigences financières de rendement qui sont totalement décorrélées de ce qui est supportable, aussi bien socialement qu'environnementalement, pour se dire les choses de manière très claire. Et il est en même temps avec deux écueils. Le premier, ce serait de fixer des règles dans un cadre national qui diminuerait ce qu'on produit et qui augmente ce qu'on importe. Et parce que là, on résoudrait de manière hypocrite un truc en fixant des obligations à nos propres entreprises, tout en laissant entrer des produits qui ont été faits avec des normes environnementales ou un dumping social bien pire que le regard que vous portez sur les inégalités qui peuvent exister. Donc, il faut doser des limites sans que ces limites ne finissent par générer des excès qui seraient pires. Et le deuxième, c'est effectivement le sujet que nous avons de manière générale avec la finance, qui est un levier essentiel et qui, parce qu'elle est mondialisée, est plus complexe à bouger. Et là, je vous donne quelques éléments sur ce que nous essayons de faire. Juste avant de venir ici, j'étais avec le président de l'Institut de la finance durable, Monsieur Perrier, qui a remis un rapport qui ne va pas assez loin pour certains, qui va trop loin pour certains qui considèrent que ça menace, y compris la place financière. Lier les rémunérations des dirigeants à un bilan environnemental, je suis pour. Je considère qu'à partir d'une certaine taille d'entreprise, on devrait même avoir l'obligation de présenter le bilan environnemental et pas que sur la partie climatique, y compris sur la partie biodiversité, pour que ce ne soit pas l'angle mort d'une partie des politiques qu'on conduit. Parce qu'on sait que le climat, il accélère la perte de biodiversité et que plus on flingue les écosystèmes, moins il nous aide à piéger le carbone et à ralentir une partie du réchauffement climatique. Deuxièmement, il faut que la comptabilité carbone entre dans l'appréciation qu'on a. Le problème, c'est qu'on a une rareté qui ne figure pas sur les bilans et donc qu'on gaspille quelque chose qui est limité et sur lequel on devrait au contraire avoir une approche qui soit une approche rationnelle. Je ne crois pas à la fin du capitalisme parce que je crois au signal prix, mais je ne crois pas à un capitalisme qui pense que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel et qui, sans excès, se fait au détriment de notre bien commun parce qu'il n'est pas durable. Il y a 40 ans, on ne parlait pas de problème climatique, mais on parlait d'investissement responsable. Et il y avait, dans la manière de regarder, le fait de se demander si le business model, il allait résister, si j'ose dire, au fur et à mesure du temps. Là, on est entré dans une logique où les gains vont tellement vite qu'on ne se demande pas si ça tient dans la durée. On se demande si on a un retour sur investissement qui peut se faire à court terme. On a changé de modèle. Ça n'est même plus du capitalisme. On est dans un espèce de dispositif qui génère une pyramide de revenus sans s'apercevoir qu'elle est sur un socle qui ne tient pas, puisque c'est l'habitabilité de la planète et c'est la capacité de notre système à le supporter à moyen terme. Donc là, on a un problème d'analyse, on a un problème d'évaluation, et donc on a un problème aussi de normes. Et poussé de ce point de vue, c'est ce qu'on essaye de faire avec Due Diligence, qui est donc une directive européenne qui imposerait les éléments climatiques dans les critères de rémunération et dans les analyses financières qui pourraient être faites. Christophe Béchu, on va faire réagir Louvalide puisque vous avez évoqué le sujet des citoyens consommateurs. Ce sujet est évoqué ce matin justement puisqu'on accueillait Geoffroy de Bézieux, le président du MEDEF, mais également le président de la CPME. Louvalide, c'est la une de la revue T de la Tribune qui est en kiosque ce matin. Climat et si on changeait nous aussi. Est-ce que justement, quand on défend le réveil écologique, est-ce qu'il y a aussi la part des citoyens à se réveiller? Parce qu'on pointe souvent du doigt les responsables politiques, mais quand on voit les chiffres sur la consommation, notre propre consommation, quelles sont vos propositions ou vos convictions? Alors, déjà, je voulais peut-être rebondir sur quelque chose qu'a dit Monsieur le Ministre, sur le fait que ce soit les besoins des consommateurs qui entraînaient ensuite la production de biens non nécessaires, dont, avec notamment l'illustration par les vêtements. Je pense qu'en fait, c'est un petit peu raccourci de dire ça comme ça, puisqu'il y a aussi l'effet inverse, où en fait, ce sont les marques qui produisent énormément pour faire le plus de bénéfices possible et qui, du coup, nous incitent
à ressentir ces besoins complètement artificiels, en fait, qui sont créés de façon complètement artificielle, notamment par la publicité, tout simplement. Et en fait, c'est assez difficile aujourd'hui. Enfin, on a quand même des mécanismes psychologiques assez complexes qui font que c'est aussi complexe de sortir de ces schémas de pensée et de ces besoins qu'on nous crée en nous exposant à des contenus qui, à longueur de journée, nous incitent à toujours plus consommer. Donc il y a aussi une part de responsabilité du monde de l'entreprise là-dedans, et on ne peut pas rejeter uniquement la faute sur les consommateurs, sur la surconsommation. C'est une responsabilité globale. Après, c'est sûr que c'est primordial aussi d'agir à l'échelle individuelle, et c'est souvent par là que la plupart des gens commencent à agir quand ils se prennent conscience des enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. Et en fait, le fait d'agir à l'échelle individuelle, justement de chercher à redéfinir nos besoins, de quoi on a véritablement besoin pour être heureux, tout simplement. Mais après, une fois qu'on commence à mettre en œuvre ces choses-là, on se rend compte aussi qu'il y a aussi un besoin de changement systémique et global de nos sociétés. Et donc là, on cherche à s'engager, comme moi je le fais dans mon collectif, mais comme beaucoup d'autres le font, de façon collective, justement, et à proposer des modèles de société alternatifs qui nous semblent plus cohérents avec le monde qu'on veut voir advenir. Et du coup, c'est un mélange de ces actions individuelles, mais aussi d'actions individuelles combinées qui font une action collective. Merci, Louvalide. Pour clore ce chapitre sur le capitalisme, justement, on parlait de décisions systémiques. Flora Gavalli, justement, vous trouvez justement qu'il n'y en a pas suffisamment pour changer ce capitalisme aujourd'hui. Mais alors, Sowat, quelles sont les idées ou les propositions que vous souhaitez partager? Au moins une avec le ministre ce soir. Parce que la dernière fois, je vous ai interpellé par écran interposé. Du coup, là, je voulais vous interpeller en live. Je trouve qu'on est dans une époque démocratique qui est quand même très inquiétante en ce moment, et qu'il reste quelques miettes de confiance sur la table, et qu'il faut vraiment faire attention à les ménager. Et à ce moment-là, je pense que la transition écologique, ça démarre par l'importance des mots, et que les mots ont un sens très fort, donc notamment le mot radical, on en a parlé. Il y a aussi le mot climato-sceptique. Est-ce qu'aujourd'hui, un climato-sceptique, c'est quelqu'un qui pense que le réchauffement climatique n'existe pas, donc presque plus personne? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui pense que le réchauffement climatique existe, mais qu'il ne faut pas agir à sa mesure? Je pense qu'il y a des redéfinitions à faire. Et il y a un troisième mot très important, c'est le mot greenwashing qu'il faut utiliser et faire connaître, parce que c'est un mot qui a beaucoup abîmé la confiance ces 10 dernières années avec les entreprises, mais aussi avec les politiques. J'en viens à ma question. Emmanuel Macron, le président, a dit qu'il était favorable au régime flexitarien et que ça lui paraissait être un peu la solution sur la question alimentaire. Je suis bien d'accord avec ça. On le sait, la question alimentaire, c'est le deuxième pôle d'impact carbone après les transports. Donc c'est un vrai sujet. Évidemment, dire aux gens qu'il faut arrêter de manger la viande, c'est un peu tabou et compliqué, mais se dire favorable à un régime flexitarien quand on ne serait-ce que dans les cantines publiques, ne met pas en place, ne met pas à l'usage cette règle-là. Vous avez parlé tout à l'heure des commandes des marchés publics. Et là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de travail. J'en reviens, c'était une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que vous avez prévu l'État distribue 10 millions de repas par jour, environ 3 milliards par an. Alors je sais, c'est les collectivités, mais il y a quand même des lois qui sont possibles au-dessus. Et parmi la viande distribuée, 70% de la viande distribuée est importée. Et enfin, il y a un tiers de l'alimentation produite qui est jetée. C'est un chiffre de l'ADEME de chez vous. Voilà, sans parler de la souffrance sociale des agriculteurs et des effets sur la santé. Voilà une réforme systémique. Est-ce que ces 3 milliards de repas par an pourraient devenir flexitariens dans le vrai sens du terme, à savoir 4 repas sur 5 végétariens? Christophe Béchu, une courte réponse pour qu'on puisse attaquer les sujets d'éducation et de formation. Je suis incapable de répondre en 15 secondes sur 3 milliards de repas et à prendre un engagement qui concerne aussi un tout petit peu quelques-uns de mes collègues. Je peux juste dire une chose. C'est que je partage totalement l'idée que tous nos modes de vie doivent bouger, que l'alimentation en fait partie, qu'il y a un devoir d'exemplarité et qu'il y a déjà au moins un premier sujet sur lequel on peut se mettre d'accord, c'est le niveau de produits alimentaires qu'on importe. Parce que ça, c'est la double aberration qui participe de la difficulté pour les agriculteurs, qui se traduit par des bilans carbone qui sont démentiels avec des produits qui traversent la planète, sans qu'on soit certain que les normes sanitaires qui s'appliquent au bout du monde correspondent à celles sur lesquelles on se met d'accord ici. Et de ce point de vue, la part de viande importée dans ce pays représente, y compris une part de la déforestation de ce qui se passe ailleurs. Donc il y a une sorte de chaîne vertueuse sur le fait d'être capable de faire évoluer tout ça qui est assez évidente. On a dans quelques jours la partie se nourrir
de la planification écologique qui va se faire avec le ministère de l'Agriculture, et ce sera évidemment un des sujets qui sera au cœur de tout ça. Merci pour cette courte réponse, Monsieur le Ministre. On va justement attaquer cette troisième et dernière partie qui est sur le thème « Les citoyens sont-ils bien formés aux enjeux du climat ?» Ça me permet de saluer le président du Conseil de l'Académie du climat, Serge Rux, qui est un vrai succès pour y avoir été depuis maintenant quelques semaines, avec beaucoup de jeunes qui viennent justement à la fois écouter, se renseigner, s'informer. On va commencer par vous, Louvalid, justement sur votre envie de transformer, de renverser peut-être la table de l'enseignement supérieur, des relations avec le monde de l'entreprise, peut-être ce que vous souhaitez partager ce soir sur ce thème avec le ministre. Oui, alors moi, en tant que membre du collectif Point Rêve écologique, on travaille énormément sur le sujet spécifiquement de l'enseignement supérieur. Mais évidemment, les questions de formation aux enjeux du climat et aux enjeux écologiques de façon générale ne concernent pas seulement l'enseignement supérieur, mais aussi la formation continue pour pouvoir atteindre l'ensemble des citoyens. Et pas seulement d'ailleurs les citoyens, mais aussi les décideurs politiques, les élus, etc. Et nous, en fait, on porte un plaidoyer qui est que tous les étudiants doivent être informés déjà des enjeux écologiques. Et pour ça, il faut qu'ils comprennent déjà les mécanismes scientifiques à l'œuvre, que ce soit pour le climat, mais aussi pour la biodiversité, dont on parle encore pas assez. La COP15 vient de démarrer hier et on en entend beaucoup moins parler que la COP27. Donc comprendre les mécanismes scientifiques, comprendre comment ça va nous affecter en fait en tant que civilisation, comment on va devoir s'adapter aussi, parce que c'est aussi un enjeu crucial. Il n'y a pas seulement le fait de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, par exemple, mais aussi l'enjeu de s'adapter. Ça, c'est aussi une question qui est très territoriale d'ailleurs. Et ensuite, comprendre aussi les causes de ces changements et du coup pouvoir attaquer le problème à la racine et donc être radicaux, comme on disait tout à l'heure, pour résoudre ces problèmes-là. Et du coup, dans l'enseignement supérieur, l'enjeu vraiment, c'est que 100% des étudiants soient, informés avec une sorte de tronc commun comme ça que tout le monde aurait sur les enjeux socio-écologiques, et deux, qu'ensuite chaque formation aussi s'adapte en fonction des compétences qu'on cherche à développer, aux compétences qu'il faudra avoir pour le monde de demain. Par exemple, si c'est une formation dans le bâtiment, il va falloir explorer les questions de rénovation énergétique, de bâtiments pensés d'une façon plus durable, etc. Christophe Béchu, justement, tout à l'heure, vous disiez que ce sujet de la formation, vous l'avez initié, notamment avec les élus, les hauts fonctionnaires, les maires, justement, pour pouvoir justement être en ligne avec tous les enjeux du climat. Lorsque Lou évoque cette transformation peut-être de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire est-ce que vous avez des échanges avec le ministère de l'Éducation nationale pour justement développer notre capacité à former des citoyens français qui soient à la fois informés sur ces enjeux de la transition écologique? La réponse est oui, et avec Pape Ndiaye et avec Sylvie Retailleau. Avec le ministre de l'Éducation nationale, le premier sujet, c'est les programmes. Qu'on fasse un cours d'histoire sur la révolution industrielle sans désormais la corréler au fait que c'est le moment où on a des explosions de réchauffement climatique qui ont commencé, et donc que le sujet, c'est pas seulement de savoir si la Terre se réchauffe ou pas, mais si c'est à cause de l'homme. C'est aussi le moyen de faire en sorte d'aller remettre une vérité scientifique dans des contenus. Idem sur d'autres matières dans lesquelles il faut que ce qu'on a appris depuis, on soit capable de le diffuser de manière transversale. Deuxième aspect avec l'éducation nationale, c'est les éco-délégués. Systématiser le fait qu'on propose aux jeunes une manière de s'engager aussi à l'échelle de leur école et qu'on ne soit pas seulement dans une optique qui consiste à mieux les former, mais à leur proposer aussi des débouchés concrets. Au bout de la chaîne, avec l'enseignement supérieur, c'est effectivement la perspective d'un tronc commun, d'une sorte de module à l'intérieur de l'enseignement supérieur. Vous savez que la ministre de l'enseignement supérieur y travaille, qu'elle a été à Bordeaux pour rencontrer l'ensemble des écosystèmes et pour présenter ce qu'allait être le dispositif. Et là aussi, le sujet, c'est comment on passe à l'échelle. En clair, cette génération, comment on fait en sorte, par exemple, de pouvoir faire de la rénovation des bâtiments dans lesquels elle étudie compte tenu de ses attentes, qu'on puisse sur les campus avoir des démarches qui soient exemplaires à tout point de vue, que ce soit d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue rénovation, pour être dans une exemplarité qui permette de satisfaire doublement à la fois une exigence de formation et une exigence d'action. Et c'est bien ça, et je vais un chouïa plus loin, c'est plus de l'enseignement supérieur, c'est la question du service national universel. Comment on peut proposer, à partir du moment où on imagine qu'il y a un temps qui peut se faire au service des autres, non pas un temps par rapport à ce que nous on veut, mais par rapport à ce qui est urgent, souhaitable et qui correspond aux aspirations de la jeunesse. Des postes autour d'ambassadeurs climatiques, d'engagement autour de ces sujets, de capacité à lier les deux, ça peut être une façon intelligente d'aller proposer des engagements qui sont utiles
et qui sont cette continuité par rapport à la jeunesse. Eva Sadoun, on va parler de la formation des dirigeants d'entreprise. Je disais, vous-même, vous êtes cofondatrice et femme chef d'entreprise avec l'ITA. On a souhaité ce matin, justement, volontairement, réunir à la fois le président du MEDEF et le président de la CPME. Et on voit que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes chances face aux enjeux de la transformation écologique. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, notamment les patrons les PME, ont peut-être moins de facilité, moins de moyens que les grands groupes qui ont plus de possibilités d'engager des directeurs de développement durable? Est-ce qu'on n'a pas un effort à faire pour accompagner les PME en France sur ces sujets-là? Oui, alors c'est très marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise, le MEDEF, votre ministre de l'économie Bruno Le Maire, le drapeau qu'il porte, c'est les PME. Il faut protéger les PME. Alors, si on voulait protéger les PME, on n'aurait pas mené ces politiques depuis 30 ans. Je vous assure que les PME, elles souffraient bien avant les questions de transition écologique, de la compétitivité internationale qui a privilégié effectivement ou les plus grands groupes français, européens, ou le développement d'acteurs américains dont on n'a pas protégé, notamment le secteur de la tech français, on ne l'a pas permis de se développer, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a aucune souveraineté sur nos serveurs, sur énormément de choses qui sont l'avenir en fait de notre économie. Les PME, on ne les a pas protégées aussi d'un point de vue territorial. Quand sont venus s'imposer les grands groupes de l'agroalimentaire, etc., il n'y avait personne pour protéger les PME. Et maintenant qu'on parle de transition, c'est les PME qu'on protège quand on nivelle vers le bas et qu'on porte des moratoires à la transition écologique sur les normes. Bon, aujourd'hui, les PME, elles souffrent du manque justement d'accompagnement. Elles souffrent du manque d'incitants et elles souffrent de cette compétitivité. Donc si on veut valoriser les PME aujourd'hui, on met en place des dispositifs, notamment qui privilégient les entreprises qui se développent d'un point de vue territorial et d'une taille d'ailleurs inférieure à 500 salariés ou 250 salariés sur les marchés publics qu'elles n'arrivent pas à remporter, typiquement aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas suffisamment compétitives. Donc ça, c'est un moyen typiquement de privilégier les PME et de privilégier le développement territorial. On leur permet aussi de lutter contre ce qu'on appelle la primovice, c'est-à-dire quelque chose qui inciterait davantage les dirigeants d'entreprise à délocaliser, etc., à ne pas payer pour la matière naturelle, mais on leur permet d'avoir les moyens justement aujourd'hui d'être capables de relocaliser une partie de leur tissu productif. Donc on investit dans des nouvelles usines territoriales, on leur permet de relocaliser leur production, on impacte ça sur l'impôt de production, etc. Donc on met en place une fiscalité qui les aide et qui favorise la transition écologique. On met en place des dispositifs aussi de financement qui, vous savez, un dirigeant d'entreprise, parce que souvent on présente les dirigeants d'entreprise comme des gens qui repoussent toutes les réglementations, etc. Les dirigeants d'entreprise, ils sont constamment en face de problématiques. L'innovation qui arrive, ils doivent s'adapter. Des problématiques salariales, des problématiques de financement, des problématiques réglementaires. Si on rajoute la transition écologique comme condition au développement économique des chefs d'entreprise et des PME, ils sauront s'adapter. Ils sauront s'adapter comme ils se sont adaptés sur toutes les périodes. Il y a certaines entreprises qui ne s'adapteront pas et ça fait partie du délire, j'ai envie de vous dire. Il y a une partie de l'industrie qui va devoir s'arrêter pour donner naissance à une nouvelle industrie et à ce moment-là, il va falloir protéger ces dirigeants de PME. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il faut parler des choses concrètement. Qu'est-ce qui se passe quand un dirigeant d'entreprise aujourd'hui dépose le bilan parce qu'il y a un problème sur un marché, etc. Et ben, c'est de l'endettement personnel, c'est une charge financière, etc. Donc il faut réfléchir à comment on indemnise aussi ces dirigeants d'entreprise plutôt que de pousser les réglementations à ne pas aller dans le sens de la transition écologique. Il ne me semble pas être le geste intelligent aujourd'hui. Et vous inquiétez pas que les PME sont au courant de ce qui se passe. Les dirigeants d'entreprise sont des gens extrêmement conscients des enjeux économiques, des enjeux écologiques aujourd'hui et qu'on arrête de les prendre pour des imbéciles aussi un peu. Merci Eva Sadoun. En tout cas, il y a plein de patrons de PME qui nous suivent en direct puisque vous êtes plus de 94 000 connexions en ce moment pour suivre ce débat. Christophe Béchu, un mot sur les PME. Moi, je ne mets pas toutes les PME dans la même situation. Il y en a qui sont exemplaires, il y en a qui participent à la difficulté. C'est malheureusement pas que la taille d'entreprise qui permet de déterminer la situation dans laquelle on se trouve. Ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on aligne la fiscalité sur la vertu, pas sur la taille des entreprises. Je vous donne un exemple. Pour le moment, ce n'est pas un sujet sur lequel c'est un arbitrage que je gagne, mais je porte l'idée, avec d'autres, je ne suis pas seul, et on en débattra dans le cadre de la planification écologique, que si on considère qu'il faut favoriser la seconde main, ce ne serait pas stupide que demain, la TVA sur des produits de seconde main soit moins élevée que sur des produits de première main. Je considère que si on veut lutter contre l'étalement urbain,
ça ne serait pas stupide que le champ qui devient constructible, il ait une super fiscalité, de manière à ce qu'on ne se préoccupe pas que de comment on donne de l'argent aux maires pour dépolluer les friches, mais qu'on se préoccupe de rendre plus cher ce qui bouche les nappes, accélère demain les îlots de chaleur. Il faut qu'on ait une approche dans laquelle la fiscalité est une arme qui permet de faire mieux, mais qui permet aussi de pénaliser les comportements dont nous savons aujourd'hui qu'ils sont contraires ou au climat ou à la biodiversité. Et c'est sur cette approche qu'il faut qu'on se base. Enfin, et je termine juste là-dessus, parce que ça, j'y ai été confronté en tant qu'élu, il faut qu'on s'assure que quand une PME nous dit « je suis du coin », dans la manière dont elle se source, elle n'utilise pas des produits qui viennent du bout du monde, parce qu'il n'y a pas que l'adresse de l'entreprise à laquelle on s'adresse, il y a le réseau dans lequel elle s'insère. C'est pour ça que je crois beaucoup au réseau qu'est le vôtre, au fait que les entreprises soient capables de se rapprocher, au fait qu'on favorise aussi des rapprochements d'entreprises sur des zones d'activité ou sur des zones industrielles qui leur permettent d'aller mettre en commun des solutions, parce que là, on crée un écosystème vertueux, on ne crée pas seulement une adresse de proximité qui permet d'avoir un bon bilan carbone en apparence, mais qui, quand on creuse ou on gratte, nous amène d'autres difficultés. Mais sinon, je partage l'idée. Flora Gebali, on va conclure peut-être un dernier mot sur ce sujet de l'éducation. Vous aimeriez, je crois, que les citoyens deviennent tous des militants du climat, mais alors il faut quel choc culturel dans notre pays pour y arriver? Il faudrait me laisser 2-3 heures pour répondre à ça. Le meilleur moyen de lier la fiscalité et la vertu, je pense que ce serait la taxe sur les super profits pour commencer. C'était juste une parenthèse. Sur la question culturelle globale, effectivement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est vu comme quelque chose de contraignant. C'est par la plupart des Français, les études le montrent, même si Frédéric est parti. Et qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est vrai que c'est pénible, en fait. C'est vrai que quand on regarde ça au début, on se dit, oh là là, quelle horreur. Enfin, on n'a pas envie d'être sobre. Moi non plus, j'avais pas envie au démarrage. Et on se dit, la société de consommation, c'est quand même vachement bien. On peut acheter des t-shirts à 5 euros. Voilà, c'est super. Il y a tout un travail de récit, il y a tout un travail culturel à faire avant même de pouvoir le transformer, le convertir en politique publique. Vous avez dit un truc très juste tout à l'heure, c'est la politique publique, c'est le dernier kilomètre, c'est le dernier mètre, c'est le bout du chemin. Et je suis d'accord avec ça. La question, c'est qu'aujourd'hui, comment culturellement on se bat face au marketing des multinationales qui ont quand même beaucoup plus d'argent et face à aussi cette espèce de discours dominant qui mettrait les activistes dans un truc un peu de gauche, militant, à la marge, altermondialiste, enfin ce que vous voulez. Et en fait, aujourd'hui, la première chose à faire qui me paraît essentielle pour réussir, c'est de casser les frontières symboliques, c'est de casser les frontières culturelles. C'est ce qui a été dit maladroitement sur la virilité et le barbecue, sans vouloir reprendre des propos qui ont gêné tout le monde. Je pense que justement, l'idée, c'est de dire comment on sort de sa frontière symbolique pour comprendre que l'écologie est un enjeu universel. Donc moi, l'idée d'avoir des politiques de droite qui s'y mettent à fond, j'adore, même si je suis pas d'accord avec eux sur tout. En tout cas, l'idée de sortir de sa zone, j'adore. Le problème pour ça, c'est que ça demande un travail culturel énorme et qu'aujourd'hui, là-dessus, on se sent pas soutenu par la politique publique, qu'elle soit culturelle, mais qu'elle soit aussi le discours, quoi. Quand le président de la République parle, ça a beaucoup d'impact. Et quand le président de la République a dit face à un virus, nous sommes en guerre, on a retenu, on s'est discipliné, on s'est confiné chez nous et la politique publique a fonctionné. Pourquoi ? Parce que l'impulsion culturelle était là avant. Donc j'attends qu'on soit en guerre à nouveau et que ça vienne de la bouche de nos dirigeants. Christophe Béchu, ça sera le mot de la fin. D'abord, le sujet, c'est précisément qu'on sache bien que ce n'est pas un problème de droite ou de gauche, parce que le réchauffement climatique, il ne va pas attendre qu'on se mette d'accord entre politiques, et que le climat, c'est un usurier, pour prendre un mot qui est simple. La question, c'est pas de savoir combien on dépense, c'est combien ça va nous coûter si aujourd'hui on n'est pas capable d'accélérer. Tout en prenant en compte le fait qu'il ne faut pas non plus accélérer les délocalisations ou se retrouver à pénaliser par exemple nos productions agricoles de proximité si c'est pour en faire venir du bout du monde et qu'elles doivent changer et consommer moins d'eau, mais pas au détriment d'une capacité de se nourrir ou de développer, etc. Premier sujet. Deuxième truc, pour aller dans le même sens, il faut qu'on arrête, et on n'est pas aidé, de lier systématiquement l'écologie avec des contraintes. L'écologie, c'est vivre mieux. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le pouvoir d'achat si on met les choses dans le bon ordre. Je vous donne un exemple. Le 15 décembre, là, c'est après-demain, enfin presque, on va mettre en place, chez tous les réparateurs agréés, un bonus pour faire réparer ces appareils électroménagers.
de manière à ce que ça coûte moins cher de faire réparer que d'acheter du neuf. Il y a d'autres domaines dans lesquels il faut qu'on le fasse, et on va faire la même chose pour le textile. Dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, dans le cadre de la loi AGEC, dans le cadre de l'économie circulaire, l'idée c'est comment on prend à ceux qui produisent, et si possible qui produisent pas bien, pour aller donner de l'argent à des Emmaüs, à des Envie Anjou pour aller faire le tri, puis à des gens pour réparer votre paire de chaussures, ou pour faire en sorte d'aller gérer votre fermeture éclair si elle s'en va, plutôt que de considérer qu'il faut jeter. Et ensuite, comment une partie, on le réemploie avec des machines qui vont le broyer, qui vont remettre ça sous forme de fibres et qui vont pouvoir être reproduites. Et donc avec de la relocalisation et des emplois qui seront ici, qui produiront de la valeur ajoutée, qui pourront produire des salaires ici, qui pourront produire de l'activité sur tous les territoires. Et il faut qu'on présente les écologies des solutions, c'est-à-dire ce qui fonctionne, ce qui est déjà mis en place et pas seulement que les problèmes. Il faut braquer les projecteurs sur les problèmes pour que personne ne puisse se détourner du regard de la nécessité d'agir, et il faut envoyer les quelques signaux qui montrent qu'il y a déjà des choses qui avancent et qui fonctionnent pour pas que les gens se disent on n'y arrivera jamais, donc je fais pas d'efforts parce que ça sert à rien. Et ça, ce chemin de crête, c'est l'union de tout le monde, c'est l'union des startups ou des entreprises qui disent on va y arriver, et on va y arriver en donnant du boulot, en créant de l'activité. C'est ceux qui bougent les consciences ou qui sont capables d'aller lancer les pétitions et de faire en sorte aussi de dire ça va pas assez vite et il faut changer d'échelle, et voilà des propositions concrètes sur lesquelles on peut aller. C'est la jeunesse qui nous bouscule et qui de toute façon est en train d'en faire un de ses critères pour rejoindre une entreprise, c'est à quoi je sers, vers quoi ça m'amène. Et tous ces éléments-là, c'est la continuité d'une même chaîne. On a tellement de sujets, je reprends les mots et je termine là-dessus, du patron de la CFDT en disant que la société était incandescente. C'est vrai, le Covid, ça nous a plongé dans un truc dont je pense qu'on n'a pas totalement mesuré, que le message sous-jacent, c'était méfiez-vous les uns des autres, parce que potentiellement l'autre est porteur de virus. C'est pas très sanitaire de dire ça, mais il reste quelque chose dans nos têtes, dans l'agressivité, dans l'exaspération avec laquelle parfois les gens s'adressent les uns aux autres, qui est liée à cette période pendant laquelle on a finalement valorisé le repli sur soi pour des raisons évidentes que je ne remets pas en cause. Comment on refait société, comment on le refait sur un sujet comme celui-là pour ne pas en faire une nouvelle ligne de fracture et de guerre, parce que de toute façon, c'est l'habitabilité de la planète, celle de nos enfants et de nous-mêmes qui se pose, en essayant d'aller mettre du positif et effectivement de changer de braquet sur les solutions. J'ai une proposition à vous faire, Monsieur le Ministre, puisque vous avez annoncé devant nos lecteurs qu'il y aura beaucoup de projets, d'annonces en janvier, en février. Donc moi, ce que je propose, c'est que dans un an, on se retrouve avec Flora, Eva et Lou pour faire le point justement, en espérant quand même qu'il n'y aura pas eu un changement de ministre de la transition écologique, parce qu'il y en a eu trop souvent ces dernières années. Je vais vous répondre. Elles sont là. Moi, statistiquement, un ministre de la transition écologique, ça fait à peu près 12 mois en France. Et il y a une date limite de péremption qui arrive assez vite. Je peux vous assurer que quand vous voyez le mur des ministres à la transition écologique, ça n'a pourtant commencé qu'en 1956. Et je dois être le 15e en 20 ans, un truc dans ce goût-là. Et le... Ah bah, ça fait partie des choses qui sont tout à fait possibles. Mais je vais vous dire, le sujet, il n'est pas celui-là. Parce qu'encore une fois, si c'était un ministre qui faisait la transition écologique, ça fait longtemps qu'une partie de mes prédécesseurs aurait réglé le problème. Le sujet, c'est comment, de là où vous êtes, vous faites en sorte que chaque journée soit utile dans les décisions et dans les arbitrages qui peuvent être rendus, et en ayant bien conscience qu'il y a aussi une belle métaphore. Vous êtes à un moment dans une responsabilité, mais c'est se passer le témoin entre générations, entre responsables nationaux et territoriaux, entre acteurs économiques, quelles que soient les tailles. C'est ça, cette transition écologique. Et peut-être même qu'on sera là tous les quatre et que c'est vous qui serez plus là. Non, je voulais juste vous dire, en tout cas, s'il vous reste moins de 12 mois, moi, la seule chose que je vous demande, c'est d'ailleurs au ministre qui avait fait le plus gros mandat depuis 40 ans, qui est Bruno Le Maire, 2 fois ministre de l'économie, c'est extrêmement rare. S'il vous plaît, pouvez-vous le convaincre de tout ce que vous venez de nous dire aujourd'hui? Parce que là, quelque chose changera. Et lui dire qu'une croissance infinie dans un monde aux ressources finies, ça ne marche pas. Il faut juste qu'il arrête de dire le mot croissance 3 fois par jour. C'est pour ça que j'ai lancé l'idée que le ministre de la Transition écologique doit avoir également Bercy, l'économie et les finances, un gros ministère. Merci Florent Guébali, merci Lou Valide, merci Eva Sadoun, merci Christophe Béchu. C'était la fin, la clôture de cette journée mondiale du climat. Merci à toute la rédaction de la Tribune, à notre directeur de la rédaction, Félix Mabi, à Carlos Moreno, à toutes les équipes de la ville de Paris. Merci à vous tous. Excellente soirée.